Si vous aimez mon contenu, je vous invite à me soutenir avec un don ou un visionnage de pub via Utip et bien sûr, l'utilisation d'un casque audio ou d'un bon système de son est recommandée pour visionner cet épisode. La guerre des Malouines, conflit territorial opposant l'Argentine au Royaume-Uni, a marqué les mémoires des deux pays depuis son déclenchement au début des années 80. Aujourd'hui, on parle du très ambitieux raid aérien qui a donné le coup d'envoi de la riposte britannique face aux invasions des Argentins dans l'hémisphère sud, l'opération Black Buck. En mars 82, les Argentins se montrent hostiles envers les Britanniques en Géorgie du Sud. Cette petite île, porte d'entrée de l'Antarctique, est revendiquée par l'Argentine tout autant que les îles Malouines, Orcades du Sud et Shetland du Sud. Les Argentins invoquent le droit de récupérer ces terres de la colonisation britannique et disposer d'un accès privilégié à l'Antarctique et les ressources naturelles de cette zone. Le Royaume-Uni, mené à ce moment-là par Margaret Thatcher, ne compte pas les laisser faire. Pour les Britanniques aussi, ces ressources naturelles et l'accès à l'Antarctique sont de bonnes raisons de garder ces territoires. Les relations diplomatiques s'enveniment et les 1er et 2 avril 1982, l'Argentine ouvre les hostilités en envahissant la Géorgie du Sud et les îles Malouines. La résistance de l'armée britannique est faible, les troupes sur place étant minimes. Les Argentins prennent le contrôle de ces îles sans trop de problèmes et les Britanniques sont humiliés. Un coup dur pour Margaret Thatcher, alors en pleine préparation pour sa réélection. Le Royaume-Uni se doit d'agir. Le problème, c'est que les Malouines, c'est loin de l'Angleterre. Acheminer les forces navales et aériennes sur place est loin d'être facile. En face, les Argentins sont particulièrement bien armés, notamment avec des avions français Mirage 3, mais surtout les super étendards et leurs redoutables missiles Exocet, qui au ras de l'eau sont particulièrement efficaces pour se débarrasser des navires. De plus, les Malouines ne sont qu'à 600 km des côtes argentines, alors que l'île d'Ascension, base militaire britannique la plus proche, est à 7000 km de là. Les forces navales anglaises sont alors en manœuvre près de Gibraltar et il va leur falloir du temps pour rallier l'Atlantique Sud. Il se passera plus de 20 jours avant que les Anglais ripostent enfin, en reprenant la Géorgie du Sud par un assaut des forces spéciales. La suite du programme concerne les îles Malouines, mais là, ce sera une autre paire de manches. Composée de 2 îles principales, les îles Malouines, appelées par les Anglais les îles Falkland ou Malvinas par les Argentins, représentent un territoire bien plus complexe à reconquérir que la Géorgie du Sud. Après la prise des Malouines par les Argentins, ils ont installé sur l'aéroport de Port Stanley des systèmes anti-aériens mais aussi des avions et des missiles pour défendre l'archipel et empêcher toute approche des Britanniques. Les Malouines sont également à portée des avions argentins présents sur le continent. Au début du conflit, la Royal Navy est présente dans la zone, mais en petit comité, avec assez peu d'avions Sea Harrier. Face aux Mirage 3, Super Étendard et Skyhawks argentins, le risque de perdre cette première force de frappe force les Britanniques à imaginer un plan pour limiter les forces aériennes ennemies sur l'archipel. Et ce plan, c'est l'opération Black Buck. Fin avril, alors que la Géorgie du Sud est reconquise, la Royal Air Force établit un plan ambitieux pour neutraliser les capacités de déploiement aérien des Argentins sur l'archipel. Mener un bombardement de la piste de Port Stanley avec des bombardiers Vulcan. Très vite, 2 problèmes se posent. D'abord, ces bombardiers ne peuvent pas décoller d'un porte-avions, mais obligatoirement d'une base aérienne. Or, la base aérienne britannique la plus proche est à 7000 km des Malouines, et un Vulcan ne peut parcourir que 3500 km au maximum. L'aller-retour représenterait alors 4 fois la portée du bombardier. Un ravitaillement en vol est envisagé, mais c'est là que se pose un second problème. Vu comme un bombardier parfait pour frapper sur le continent eurasien, on a estimé quelques années auparavant que le ravitaillement en vol des Vulcans était une fonction totalement inutile sur le théâtre d'opération européen. En 82, les Vulcans n'ont donc plus de système de ravitaillement en vol et les pilotes n'y sont plus entraînés. Il faut donc redonner aux Vulcan et ses pilotes la capacité de se ravitailler en vol et mettre en place tout un balai de ravitailleurs pour permettre un vol de 14 000 km aller-retour. Les Vulcan étant en fin de vie, on cannibalise certaines épaves et on cherche dans tous les recoins des hangars de la RAF des pièces pour reconstituer les systèmes de ravitaillement.
Du côté des équipages, ils n'ont que 2 semaines pour s'entraîner au ravitaillement en vol, qui, durant la mission, devront être réalisés de nuit et en silence radio. Tandis qu'on prépare techniquement 2 Vulcanes au ravitaillement en vol et que les équipages se forment à cette mission inédite, il est décidé d'utiliser les anciens bombardiers stratégiques Victor comme ravitailleurs. 14 d'entre eux, soit un quart de la flotte des ravitailleurs Victor britanniques, font route vers l'île d'Ascension avec les Vulcanes. Le plan est complexe. 2 Vulcanes vont décoller vers les Malouines, un principal et un de secours au cas où le premier échoue à atteindre l'objectif. Le long de la route, les Victor vont ravitailler plusieurs fois les Vulcanes à l'aller et au retour. Pour ça, certains Victor vont devoir ravitailler d'autres Victor. Malgré les avions Vulcan et Victor de réserve, le plan dépend de la réussite de tous les ravitaillements. Et si le bombardement, léger mais précis, est un succès, la piste des Malouines sera rendue inutilisable et les avions argentins ne pourront se projeter dans le conflit que du continent. Le 30 avril à 22h30, le balai des Vulcanes et leurs ravitailleurs démarre. 13 ravitailleurs et les 2 Vulcanes décollent de l'île d'Ascension en direction des Malouines. Peu de temps après le décollage, le Vulcan principal de la mission a un problème de fuite au niveau du hublot du cockpit. Incapable de pressuriser la cabine, il est forcé de renoncer. C'est donc le Vulcan de réserve qui continue la mission et continue sa route vers le sud. Les ravitaillements se passent très bien dans les premières phases de la mission, mais le Vulcan consomme beaucoup plus de carburant que prévu. Si on veut que la mission réussisse, les Victor doivent accompagner le Vulcan plus loin que prévu, au détriment de leur propre carburant. À l'avant-dernier ravitaillement du voyage aller, la perche de ravitaillement d'un Victor est inopérante. Des échanges entre les ravitailleurs ont lieu, et au dernier ravitaillement, non seulement le dernier Victor n'a pas pu donner un plein complet au Vulcan, mais en plus, il lui a tellement donné qu'il n'a lui-même plus assez de carburant pour rentrer, et à cause du silence radio, le Victor ne peut pas encore prévenir les autres ravitailleurs de son problème. Le Vulcan, lui, parcourt les derniers kilomètres vers son objectif, la piste de l'aéroport de Port Stanley. Il rase l'eau sous les 100 mètres d'altitude pour échapper au radar argentin. Le souci, c'est que le radar vieillissant du Vulcan ne permet pas de repérer clairement la position de l'île à une altitude si basse. Pour s'en assurer, à 65 km de sa cible, il est contraint de remonter, envoyer un ping radar et ajuster son attaque. Les Argentins ne réagissent pas, les contre-mesures électroniques du Vulcan étant suffisamment efficaces. Le Vulcan plonge sur sa cible, largue ses 21 bombes sur la piste et fait sa manœuvre d'évasion pour rentrer sur l'île d'Ascension. Des Sea Harrier britanniques, qui étaient à proximité en soutien du Vulcan, décollent d'un porte-avions et vont photographier la piste afin d'évaluer le succès de l'attaque. Une seule bombe a touché réellement la piste, mais le cratère est suffisant pour empêcher toute utilisation de l'aéroport pour les jets argentins. Pour autant, la mission n'est pas terminée pour le Vulcan. Avec moins de carburant que prévu, il doit à nouveau faire une série de ravitaillements au-dessus de l'Atlantique pour rallier l'île d'Ascension. 2 des Victor avaient donné trop aux bombardiers et profitent de la fin du silence radio pour appeler à l'aide. Immédiatement, en plus des ravitailleurs chargés de s'occuper du Vulcan, 2 autres décollent pour ravitailler les Victor en détresse. Finalement, tous ces avions rentrent sans problème sur l'île d'Ascension. Au même moment, 12 Sea Harriers décollent à leur tour chargés de bombes depuis un porte-avions et attaquent plusieurs cibles prioritaires des Malouines, dont une nouvelle fois la piste de Port Stanley. Au final, les dégâts sont minimes, les pertes argentines également, mais la mission est un succès. La piste est inutilisable pour les jets, et l'attaque symbolique sur Port Stanley montre la détermination britannique à remporter ce conflit. Le pari est réussi, même si la mission a demandé 16 heures de vol pour le Vulcan, 18 avions en vol et 925 tonnes de carburant répartis sur 17 ravitaillements. Ces chiffres, impressionnants pour un raid si peu efficace, soulèvent des questions encore aujourd'hui. Les Sea Harriers, déployés sur le porte-avions Hermès et proches de l'île, avaient la possibilité de mener l'attaque bien plus efficacement sans besoin d'un plan si complexe et ambitieux. Quoi qu'il en soit, l'équipage du Vulcan est décoré et l'opération sera plus ou moins réitérée durant la guerre des Malouines. Le Vulcan aura également gagné ses lettres de noblesse. À la retraite de la Royal Air Force depuis 1984, le dernier Vulcan, encore en état de voler, maintenu en état par des bénévoles, effectue son tout dernier vol en 2015. Au final, cette guerre restera dans l'histoire comme un grand conflit aéronaval. C'est durant les Malouines que les super-étendards français, achetés par les Argentins et leurs redoutables Exocet,
vont réussir à faire trembler la marine britannique et déclencher des jeux diplomatiques autour de l'achat de ce missile sur le marché mondial. Les combats impliquant les Harrier britanniques ou les super-étendards argentins sont entrés dans l'histoire de l'aviation, même si cette guerre n'aura duré que 2 mois. Encore aujourd'hui, les Malouines sont un souvenir douloureux pour les Argentins qui ont échoué à prendre le contrôle de ces territoires d'abord colonisés par les Français, puis les Espagnols, les Argentins et les Anglais. L'Argentine revendique toujours ce territoire et la question est toujours sujet à débat dans le monde entier. Cette guerre de 2 mois n'aura peut-être rien résolu, mais aura montré aux Britanniques qu'ils n'étaient pas intouchables. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. J'espère que vous aurez aimé cet épisode sur une petite partie de la guerre des Malouines. J'espère que j'aurai l'occasion de reparler de ce conflit, non pas parce que je l'aime particulièrement, mais parce qu'il y a des histoires assez incroyables qui se sont déroulées durant ce tout petit conflit de 2 mois. Comme d'hab, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à mettre un commentaire et bien sûr à vous abonner à la chaîne. J'ai aussi un Utip si vous voulez me faire un don pour soutenir la chaîne. Vous trouverez aussi des sources et des liens additionnels dans la description. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stardust. Ciao!